Donc au primo-accédant donc des positions actuelles de perpétration, de déploiement de systèmes d'influence, hein, de par les écarts de salaire, leur durée, le, le, la- l'acception, l'accréditation faite à la portée du pouvoir de leur image et de leur exposition. Euh, si vous voulez, le danger avec le vieillissement, alors dans une société qui, elle, continue d'être structurée sur la ségrégativité, hein, je veux dire, on vit encore avec des mégalopoles où, par exemple, à Paris, vous avez une discrimination énorme entre les moyens existants à l'hôpital américain et à l'hôpital public, par exemple, vous voyez, donc euh, il y a toute cette, il y a tous ces effets de castisme qui, avec le vieillissement, avec le problème de la problématique de la sénescence, c'est que, si vous voulez, les anciennes générations, elles vivent formatées avec l'influence archétypale exercée sur elles dans leurs propres enfances, un mimétisme de repères parentaux qui leur sont propres, qui normativisent extraordinairement profondément euh, des, des, des fatalités, des inexorabilités sur les dogmes d'une espérance de vie courte, d'une certitude de la fatalité de la mort, etc., etc. quoi. Et je parle pas ici de transhumanisme. Je reprends ce que je disais plus tôt précédemment dans notre vidéo. Je reprends le mimétisme héréditaire inconscient de la fatalité et de la certitude d'avoir à mourir et de sa transmission, si vous voulez. Parce que cette ouverture des futurs tels que notre génération a pu la connaître, elle n'est pas si évidente pour les générations avant nous, parce que leurs propres parents, eux, ont été écrasés par les dévastations de la guerre et leur ont transmis tout un tas d'angoisses, de dogmatismes qui, pour ces générations-là, euh, représentaient le fait d'être certains de transmettre des boîtes à outils beaucoup plus solides que ce que eux avaient eu à voir, à éprouver, et donc c'était leur souci à eux de transmettre à leurs enfants la certitude qu'ils n'allaient pas avoir à connaître l'explosion, le processus qui avait fait qu'ils en étaient arrivés là avec les guerres, et que donc dans ce plus jamais ça, il y avait la nécessité de s'assurer d'avoir à doter ceux qui arrivent derrière des certitudes, presque des impérativités d'avoir à ne pas reproduire la même erreur. Et donc, il y a des rapports dans ces côtés tête de brique, ces côtés têtus, ces côtés tenacement entêtés, à vouloir écarter des vérités aussi. Et donc, c'est le problème de la bascule de ces générations-là, ce que j'appelle moi depuis plus de 15 ans la génération sandwich, c'est-à-dire la génération prise en sandwich entre les générations qui ont connu la guerre et qui se retrouvent avec des fondamentaux de légitimité à être autoritaires, à s'assurer, transmettre en sublimant elles-mêmes leur propre sidération morbide, leurs propres angoisses existentielles morbides, contractées, héréditaires et perdurantes, en cherchant à les sublimer à leur descendance. Et cette descendance-là, du coup, se retrouve prise en sandwich entre cette compression parentale et cette ultra-libéralisation de leur descendance. Et donc se retrouve aussi souvent dans une énorme souffrance. Et moi je pense que cette position de double peine là, situationniste, elle explique en grande partie le syndrome généralisé des boomers, de cette, saturation, euh, ce conditionnement à une irrépressibilité d'avoir à exercer une espèce de vengeance infantile régressive un peu sur les bords d'un espèce de d'égoïsme ou une monomanie qui supplante en fait même les bonnes volontés et qui finit par s'imposer au comportementalisme parce que à mon avis c'est ce diagnostic de cette position de sandwich qui est pas suffisamment légitimé pour elle qui du coup les empêche de s'en réclamer véritablement et donc de ne pas sublimer ce qui continue de se mouvoir en eux et donc de continuer de le perpétrer si vous voulez. Et donc nous, face à cette génération-là, euh, c'est là où moi j'identifie le fait que c'est là où la sénescence va risquer de jouer, c'est que
c'est une mimétisation de la fatalité de ces naissances, malgré leurs propres bons efforts, eux, à avoir voulu essayer de d'amener à leurs propres parents des fins de vie plus ouvertes sur le champ des possibles et sur le positivisme et tout ça, et que la violence coloniale a identifié et a essayé de leur faire perpétrer avec ce qui s'est joué autour du Covid, quoi, de l'atalisme dégueulasse, de s'assurer de hâter la fin des vieux pour des pseudo-motifs économiques, tout ça, mais qui en fait est d'une sadisticité vengeresse, d'emprise qui pour moi traduit beaucoup trop de traumatisme en fait, de résignation à la violence de l'autoritarisme qui elle est la traduction indubitable d'une confusion du moyen avec le l'éventuelle légitimité de l'objectif en fait voulu être servi par la fin, si vous voulez. Mais voilà, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est les problématiques de risque de reproduction, de déprédativité hypertrophiée et illégitime et indéfendable, et donc toute la violence de la tentative de la perpétration quand même. Et donc, par rapport à ce risque de ces naissances-là, moi, ce que j'identifie, c'est que y a une nécessité à confronter dès maintenant, parce que justement, les outils sont survenus, et à ce niveau-là, ça s'est transformé, et heureusement, et où en fait le triomphe de la raison, de la coordination et de la convergence et de la concorde finale est susceptible de permettre en fait le miracle de survenir sublimé en fait en temps réel. Moi c'est ça mon objectif, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que on voit bien actuellement comment il y a une espèce je vais le dire méchamment, pas parce que je le pense profondément, mais parce que l'effet est nécessaire pour que ça marche mieux, d'une espèce de nullité actuellement, du niveau de satisfaction du personnel médiatique surprésent dans la mauvaise distribution de ceux qui ont accès à faire du cinéma et de la télé actuellement, et toutes ces nouvelles images qu'il y a à produire sur les autres composants de la société. Euh, qui nécessite en fait d'être un peu brassé, si vous voulez, parce que voilà, c'est devenu tellement facile que à force de surproduire, l'authenticité des inspirations devient difficile à renouveler jusqu'à des incarnations véritablement abouties dans la transmission et dans la performativité de le faire, si vous voulez. Et il y a une espèce de mécanicité en fait de l'inabouti dans sa perfectibilité d'atteinte au juste du jeu, de l'actorat, de la transmission, de la figuration, qui fait que il y a un petit peu de cet opportunisme qui se répand de plus en plus. Et ça a tendance à abaisser en fait les niveaux d'exigence. Hein. Je parle pas de masochisme, je parle de goût de la qualité de legs, de partage et des transmissions, quoi, de la qualité d'opérabilité, quoi, de contrôle qualité en gros. Et ça cache un danger plus vaste qui est celui de la corruption en général, c'est-à-dire de se satisfaire en fait du semi-nuisible, si vous voulez, parce que dans le fond des choses, je pense que ce que commande l'honnêteté intellectuelle, c'est que se cacher derrière le statut d'évocation des fonctions des œuvres, c'est le meilleur moyen de les desservir, si vous voulez. Les œuvres, pour moi, c'est des questions de vibrance, c'est des questions de d'auto-légitimation par l'œuvre elle-même, pas par l'invocation de son rôle. C'est-à-dire une œuvre aboutie, une œuvre de qualité, une œuvre qui marche, c'est une œuvre qui a pas besoin d'être défendue parce que l'œuvre elle-même produit son effet. Vous voyez, il y a quelque chose d'avoir à atteindre à la réussite, de léguer à travers l'intemporel et le fixé des universalismes suffisamment formellement aboutis pour qu'ils le soient vraiment en effet de confrontation, d'exposition, de fonctionnement ensuite sociologique du rôle des œuvres. Et c'est là où la performativité, le créateur, la responsabilité des créateurs, des acteurs de l'ouvrage, c'est de ne pas avoir à se satisfaire d'une non-atteinte de cette exigence de qualité-là et de se cacher derrière la roue de secours, d'invoquer et de mettre en abîme et en abysse le fait que ce soit une œuvre
par-dessus en fait la qualité de son fonctionnement quoi. Et c'est ça qui moi m'active un peu les signaux, c'est-à-dire que euh, le problème de l'image aujourd'hui, c'est qu'elle a un immense danger dans sa réalité matérielle de l'organisation sociétale, c'est que euh, alors que le but de fond de ce qui est réellement encapacitant psychophysiologiquement, aussi bien c'est-à-dire synchrone, temporel, effectif, de coordination, de synchronicité entre l'aboutissement et spirituel et organique, de cette adéquation entre les deux qui produit une bénéficité plus grande que sa non-atteinte, c'est précisément que c'est la vérité vraie, alors que le rôle de l'image, le pouvoir de la nuisibilité de l'image potentielle, ça peut être dit superposer le vrai semblant. Oui. Et ça, à mon avis, c'est le venin. C'est-à-dire que c'est la différence entre le politicianisme, le bruit, la parlotte et la justesse. Oui. C'est-à-dire que si derrière les structures résonnent, la question c'est, mais ça reste de quoi résonne-t-elle, si vous voulez, qu'est-ce qui se transmet véritablement, parce que euh, de l'eau, vous pouvez en faire de l'eau structurée, alcalinisée, extraordinairement bénéfique à la composition de l'interstitiel, du système lymphatique, de l'organicité, de la régénération cellulaire, etc. Comme vous pouvez en faire une acidose, une une eau croupie, une dissolution, une antimédecine, vous voyez, une ciguë. Et donc, c'est à ce titre-là, en fait, moi, que je ressens profondément qu'il y a quelque chose à signifier et à visibiliser. C'est ça qui nécessite ces vidéos, si vous voulez. Et donc, je voudrais conclure avec le fait que l'apparence de fatigue que vous voyez, mes traits, tout ça, c'est ce qui est nécessité par le fait de pouvoir faire remonter la justesse et la pertinence de ces mémoires précises dans leur effort de restitution abouti. C'est pas comment je suis, ce qui m'anime, c'est euh, une étape, une transfiguration nécessaire parce que justement, c'est le seul moyen de visibiliser ce que cette systémique voudrait que vous ne voyiez pas, c'est-à-dire comment, malgré tous mes efforts en permanence, qui sont ce vrai moi que vous n'avez pas vu, ont essayé de m'empêcher dans la silenciation, justement, de goûter le fruit de mes efforts fournis. Et donc, moi, je suis dans cette situation du piège où je savais que devoir produire ces objets-là dans cette situation-là, il allait y avoir un effet du situationnisme immédiat justement sur ce qui vous sera apparent, mais pas véridique. Vous voyez, c'est pour ça que j'en arrive à faire cette mise en abîme avec ma situation-là, sur le vrai semblant et le véridique, la distinction nécessaire entre les deux, parce que moi, c'est ce qu'il essaie d'être fait, si vous voulez, à ma situation. Ça fait partie du piège. C'est ça que je suis en train, moi, là, tout de suite, en réalité, de transfigurer. Et de vouloir que cette transfiguration soit méta-résonante avec la société, une sublimation plus collective que personnelle. Parce que c'est ce que ma réflexion finale m'amène à devoir choisir de réagir, produire dans une telle situation. C'est-à-dire que le reste des différentes modalités de recours, je viens de pas de m'épuiser, mais de m'efforcer de le mettre en œuvre, et il y a un verrou sociétal qui est pratiqué, clairement.
Donc il me restait de différentes cartes dans la manche, dont celle-ci, hein, qui est de s'adresser directement à la société dans son intégralité pour court-circuiter les captures des mises en dysfonction des processus de la justice. Donc c'est ce qui se passe là tout de suite. Cette vidéo a véritablement pleine vocation de fonctionner comme valeur de témoignage intègre et surtout intégrale, si vous voulez. Donc c'est ça que je produis là à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que ce sont pour ces motifs et ces mobiles-là que je veux préciser tout ça, c'est-à-dire que mon objectif de fond, quoi qu'il en soit, quelles qu'en sera les tentatives de réaccaparation, de reformulation qui seront peut-être tentées d'être pratiquées à son encontre, moi personnellement, explicitement, souverainement, elles sont formulées pour l'intemporalité précisément comme ce qui va suivre, c'est-à-dire que moi mon but c'est de sublimer la reproduction des chaînes héréditaires de mimétisation, de reproduction conditionnée de la violence. C'est de chercher ce plus grand que nous tous, plus grand que ces facilités qui nous sont promises par les illusions de ce qui continue encore d'animer dans la société, le fait de chercher à s'abandonner, à ce que ça continue d'être pratiqué en fait. C'est ça mon objectif de fond à ce moment-là, c'est précisément de capturer par anticipation les angoisses de réflexes, de réponses qui seront brandies euh, euh, prévisionnellement euh, que je suis en mesure de pouvoir prospectiver, anticiper que vous serez réflexivement mobilisant, essayer d'activer, d'opérer et d'essayer de vous permettre par là de vous prendre en charge depuis ma situation d'avoir à m'en défendre pourtant, parce que c'est une façon de se défendre qui inclut elle-même en fait l'effort préalable d'aboutissement de ce que les spécificités de la situation qui tente d'être faite en fait impliquent. C'est ça qui me meut moi au moment où je vous fais cette vidéo. Et donc c'est ça que je vise. Et donc j'essaye par là de nous faire tous gagner du temps sur les positions attendues de la répartition actuelle du champ médiatique, parce que pour l'avoir pratiqué extraordinairement intensément pendant une longue période, c'est ce que mon propre niveau personnel autonome d'expertise sur cette situation, moi, m'inspire, m'ordonner d'avoir à faire en plus grand effort possible de tentative de vertu, de cohérence d'ensemble, restitutive et opérante, et je l'espère réparatrice et surtout transfiguratrice, sublimante. Parce que j'identifie que ça fait partie en fait de la systémique qui est déployée, quoi. Si vous voulez, il me semble bien comprendre ce qui inquiète et intranquillise les acteurs de la perduration jusque-là des différentes multicomposantes qui produisent et sécrètent cette inertie qui fait collectivement, pour l'instant, on a tendance à en arriver là. Et c'est justement essayer de d'opérer ce qui justement nous permet de sublimer cette destination à la trajectoire qu'on est en train de prendre là. Donc moi c'est dans cette subtilité là que je m'exprime, et j'espère que c'est ça qui sera compris et perçu, parce que pourquoi nous ne le pourrions-nous pas en fait, tout simplement. Voilà. Donc il y a effectivement des tabous et des abcès à crever, mais j'espère que ce sera pas une mort, si vous voulez. C'est pas l'intention qui m'anime, c'est pas cette soi-disant méconnaissance de moi-même qui me meurait à ce moment-là. Non, non, pas du tout. Et donc euh, vous n'avez pas à vous imposer, à vous surscarifier, de me voir par là parce que vous surimprèteriez comme ma défiance l'insulte ou la déprédativité qui, malgré moi, au-delà de moi, se permettrait d'essayer de vous détruire, ce qui vous permettrait, vous, d'avoir à vous illusionner, croire que vous auriez à interdire que cela se produise, parce que, à vos propres yeux, motivé par le fait d'avoir à ne pas en mourir ou en être détruit ou défait, si vous voulez. Il y a une autre voie possible pour tout le monde, synchrone, et c'est celle-là qui m'intéresse. Voilà. Donc moi je trouve que c'est ça la véritable hauteur historique de la France et du fait que nous la concomposons tous. Et c'est cette cour des miracles-là, moi, qui m'anime et qui m'intéresse au moment où je m'exprime tel que je viens de le faire.
Donc là, ça fait déjà pratiquement plus de 2 heures, donc on va continuer demain, histoire de ménager la chèvre et le chou et de produire des effets véritablement bénéfiques.